Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout de suite, les titres. Célébration hier de la journée africaine de l'état civil. En Côte d'Ivoire, cette 4e édition s'est déroulée dans la commune d'Adjamé, la Côte d'Ivoire qui s'est résolument engagée dans la digitalisation de son système d'état civil. Mais comment se déroule ce processus? Les explications dans ce journal. Bientôt, l'introduction des produits locaux, dont le manioc ou le maïs, dans la fabrication du pain en Côte d'Ivoire. Mesure pour lutter contre la vie chère. Mais comment avancent les travaux de recherche? Dans cette édition, les précisions de Côte d'Ivoire Normalisation, structure en charge de l'exécution de la réforme du pain. Enfin, le nord de l'Algérie ravagé par des incendies, plus de 60 morts enregistrés. La Côte d'Ivoire, toujours en guerre contre le coronavirus. 149 nouveaux cas enregistrés hier par les autorités sanitaires. Le pays renforce ses actions de lutte. Dans son adresse à la nation, le 6 août dernier, veille de la célébration du 61e anniversaire d'indépendance, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point sur les doses de vaccins administrées et la prise en charge des patients. Les détails, Salimatou Dia. Pour la 2e fois consécutive, le président de la République, dans son discours à la nation le 6 août, laissera une place à la Covid-19. 2 années de crise sanitaire au cours desquelles la Côte d'Ivoire tente de tirer son épingle du jeu. Les autorités sanitaires comptabilisent 341 morts sur les 51 399 cas confirmés et rendent possible 50 205 cas de guérison à la date du 9 août. Alassane Ouattara donne un bon point à cette gestion. La bonne prise en charge des patients a permis d'avoir un taux de mortalité qui se situe parmi les plus bas au monde. Je salue les efforts du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Hachi. Et je félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Toutefois, la maladie est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde. Des variants qui mettent en branle les systèmes sanitaires des pays du monde. Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, ce sont au total 1 027 770 doses reçues en territoire ivoirien. Le président fait l'état de la campagne de vaccination. Plus d'1 million de doses de vaccins ont déjà été administrées. J'invite donc tous nos concitoyens à se faire vacciner, comme moi-même, et à continuer à respecter les mesures barrières. Le pays continue sa course au vaccin avec la réception dans les heures à venir de doses de vaccins. Voilà, le président de la République, Alassane Ouattara, l'a souligné, même vaccinés, continuons d'appliquer consciencieusement les gestes barrières contre le coronavirus. Je vous l'annonçais, 149 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre à présent 51 548 cas confirmés de coronavirus, 50 335 personnes guéries, 347 décès et 866 cas actifs. Autre actualité, le 27e congrès de l'Union postale universelle, l'UPU, s'est ouvert le 9 août dernier dans le district d'Abidjan. La journée d'hier, mardi 10 août 2021, a été marquée par les conférences ministérielles. Le Premier ministre Patrick Hachi a présidé les travaux de cette rencontre. Les précisions de Éric Goré. Encore un rendez-vous mondial pour la Côte d'Ivoire. Abidjan accueille le monde entier. Les représentants des 192 États membres de l'UPU sont bien en place. Notre pays est fier et honoré. D'où ce slogan. L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille. Le 27e congrès postal universel retrouve l'Afrique après 87 ans d'absence sur le territoire africain. Un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire qui abrite cet événement capital.
Ce 27e congrès de l'Union postale universelle entend redynamiser la poste mondiale, la rendre plus performante et digitale pour améliorer l'offre. Prenant la parole en ce deuxième jour, le Premier ministre malien, pays représentant le point focal de cet événement international, a évoqué l'importance de cette rencontre d'experts mondiaux de la Poste. Au terme des assises d'Abidjan, il est attendu des délivrables tels que l'adoption d'une nouvelle stratégie postale mondiale devant déterminer la feuille de route pour le prochain cycle de travail 2021-2024. Nous émettons le vœu que cette nouvelle stratégie soit globale, bénéfique à tous les États et porteuse du développement du secteur postal en général et des entreprises postales en particulier. Patrick Kachi, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, représentait à cette tribune le président de la République Alassane Ouattara. Il a souligné les difficultés que rencontre la Poste. Il s'est exprimé également sur les effets de la Covid-19 qui menacent l'activité, avant de saluer l'événement qui vaut son pesant d'or. La Covid-19 a frappé au moment précis où notre secteur faisait déjà face à des défis majeurs. En effet, les données disponibles indiquent que la part de la poste aux lettres dans les revenus totaux des opérateurs postaux est en baisse constante, sous l'impact de la digitalisation des économies et des échanges, passant de 45% en 2008 à 39% en 2018, au profit des colis et de la logistique qui ont progressé de 16% à plus de 27% sur la même période. Excellences, Mesdames et Messieurs, s'il est une certitude que partagent aujourd'hui décideurs politiques, chercheurs, opérateurs privés et citoyens, c'est celle que plus rien ne sera comme avant. Oui, il y aura un avant et un après Covid-19. L'évolution rapide des technologies numériques et du commerce électronique constitue une opportunité et une exigence pour le monde postal pour accélérer les profondes transformations enclenchées, pour faire évoluer les business models, innover et créer de la valeur ajoutée, de la richesse et des emplois. Du 9 au 27 août 2021, Abidjan va vibrer au rythme de ce 27e congrès autour du thème « L'avenir du secteur de la poste face aux enjeux de la digitalisation ». Dans l'actualité nationale aussi, les échanges entre le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, et le président de l'Assemblée des régions et districts, le docteur Eugène Akawele. C'était une réunion de concertation dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030 du Sénat. Les explications de Herman Guivet. Le président du Sénat, Ahoussou-Kouadio Jano, au siège de l'ARDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, accueilli par le président de la fêtière qui rassemble les régions et districts de Côte d'Ivoire, le docteur Akawele. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des consultations initiées par le président du Sénat, Ahoussou-Kouadio Jano, au président des fêtières des collectivités locales dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030 du Sénat. Le président du Sénat, Ahoussou-Kouadio Jano, a dit toute son admiration au président de la RDCI, Akawele, pour sa détermination à faire rayonner toute initiative favorable à la décentralisation. Au terme d'une séance de travail qui a duré environ 2 heures, le président du Sénat et celui de la RDCI, Akawele, ont livré les conclusions de leur rencontre. Nous avons organisé en 2020 un forum sur les problématiques liées à la décentralisation et tous les actes de ce forum ont décliné des points essentiels de collaboration. Donc nous avons fait la démarche inverse pour venir à la RDCI, pour que la RDCI s'approprie toutes les décisions du forum afin que nous passions au stade pratique de la mise en œuvre. Et nous avons eu une belle séance de travail. À la suite de cette séance de travail, nous allons nous revoir pour affiner nos documents afin de pouvoir rencontrer ensemble le Premier ministre pour faire le plaidoyer au profit des collectivités locales. Car pour nous,
Le vrai développement commence par la base pour aller vers le haut. L'actualité en matière de décentralisation et même de déconcentration touche les districts. Des ministres gouverneurs du district qui ont été nommés par rapport à cela. Il est bon que nous nous inscrivons tous fondamentalement dans la vision politique de décentralisation du chef de l'État. Et cela passe naturellement par le Sénat, qui est la représentation des collectivités territoriales. Le Sénat et nous avons intérêt à ce que les choses marchent parce que c'est notre responsabilité commune. La RDCI entend ainsi prendre toute sa place dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 du Sénat. Toujours en Côte d'Ivoire, 5 milliards de francs CFA pour combattre le fléau des accidents de la circulation. Cette enveloppe entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière. La stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière a été lancée officiellement hier par le Premier ministre Patrick Hachi. Les précisions dans ce reportage de Dangui Dangui. Les témoignages de ces 3 rescapés d'accidents de la circulation ont jeté un coup de froid sur le public au lancement officiel de la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière. Moi, j'étais devant la porte et une voiture a laissé la route, puis venue me percuter la jambe gauche. Puis je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital et j'ai constaté qu'ils avaient déjà amputé ma jambe gauche. Ces accidents de la circulation touchent des personnes dont l'âge oscille entre 15 et 29 ans et ont atteint le seuil de l'inacceptable, selon les termes même du Premier ministre Patrick Hachi, qui connaît les racines du mal. Le facteur humain représente à lui seul 92% des accidents. Parmi ces causes, les plus importantes sont le défaut de maîtrise des conducteurs, l'imprudence des conducteurs, l'imprudence des piétons, le stationnement dangereux et l'excès de vitesse. Stabiliser le phénomène des accidents de la circulation, puis inverser sa tendance à l'augmentation en l'espace d'une année, c'est le cap que s'est fixé le gouvernement avec une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Le gouvernement a mis en œuvre des ressources nécessaires pour que le ministère des Transports puisse équiper les acteurs concernés, les policiers, les gendarmes, de moyens, de technologies développées, comme non seulement la vidéosurveillance, mais également, vous l'avez vu là, des équipements radars, un système informatique qui est connecté à tout ça pour faire de la vidéo-verbalisation et de faire le contrôle. Bien sûr, cela doit s'achever par quelque chose, c'est la sanction. Le chef du gouvernement a visité les stands des structures engagées dans la lutte contre les accidents de la circulation. Il a ensuite procédé à la remise de matériel roulant et de surveillance aux agents en charge de la mise en œuvre de cette stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière. Le ministre des Transports était justement hier l'invité de l'édition de 20h. Amadou Koné a expliqué la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière. Voici un extrait. Après avoir fait un diagnostic profond donc, de la situation et déterminer les causes, déterminer également les axes et les territoires les plus accidentogènes, nous avons exposé donc au Conseil des ministres qu'il a adopté cette stratégie. Cette stratégie porte sur la sensibilisation, mais également la répression, qui doit être une répression dure. Et dans les grands axes, il faut retenir qu'il y a des réformes importantes. C'est environ 23 textes que nous allons prendre. Déjà quelques-uns ont été pris qui sont des textes majeurs qui concernent la formation, qui concernent aussi les sanctions qui durcissent, comme l'a fait le garde des Sceaux donc, au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais également des décisions qui sont prises depuis un moment aussi sur le renouvellement du parc automobile, avec la restriction qui est imposé aux véhicules usagers, aux véhicules d'occasion de circuler sur le territoire parce que ces véhicules-là constituent aussi des dangers importants sur la route. Après, vous avez que nous installons donc la digitalisation, donc la vidéo-verbalisation qui est
un système qui nous permettra de verbaliser à distance, sans qu'il y ait de contact humain. Et nous pensons que cela est beaucoup plus dissuasif, plus coercitif. Il n'y a pas de possibilité de négocier. Donc voilà, dans les grands axes, ce que le gouvernement a décidé de faire. Deuxième titre de ce journal. En Côte d'Ivoire, du pain à partir de la farine de manioc, de maïs ou d'igname. Cette décision du ministère du Commerce et de l'Industrie entre dans le cadre des résolutions gouvernementales de lutte contre la vie chère. Selon la direction de Côte d'Ivoire Normalisation, structure en charge de l'exécution de cette réforme du pain, les travaux avancent bien. Mahama Traoré. Face à la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché, l'une des mesures arrêtées par le Conseil des ministres du 21 juillet dernier est la révision des normes ivoiriennes sur le pain. Avec l'impact de la Covid-19 sur le prix du blé à l'échelle internationale, les professionnels se tournent désormais vers l'exploitation des intrants locaux que sont la farine de manioc, le maïs et l'igname pour la composition du pain. L'exécution de cette réforme incombe à Côte d'Ivoire Normalisation, Codinorm. Ce qui est important, c'est vraiment la qualité de ce pain-là, composé, qui devrait permettre, j'allais dire, d'introduire des matières premières locales dans la fabrication du pain. Donc ça, c'est ça l'enjeu. La logique voudrait que le coût de production soit moindre que si je fabriquais du pain à 100% blé. Pour l'effectivité de la mise en œuvre de cette mesure, une délégation du ministère du Commerce et du Conseil national de lutte contre la vie chère visite le siège de Codinorm pour dresser l'état des lieux. Le pain à base de céréales locales existe déjà en Côte d'Ivoire. Des expérimentations avaient déjà été faites en son temps et qu'aujourd'hui certaines boulangeries proposent, je dirais, ce produit. Il s'agit donc aujourd'hui, avec la révision, d'homologuer l'ensemble donc de ces produits qui sont déjà des produits de qualité. Cette mesure elle est importante parce qu'elle rentre dans une stratégie globale de sécurité alimentaire, d'autosuffisance alimentaire. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de produire ce qu'elle consomme. Selon le directeur général de Codinorm, avec les matières premières locales, le prix de la baguette de pain devrait connaître une baisse et générer des bénéfices pour les producteurs. L'un des avantages de cette mesure est la mise en place d'une industrie de production de céréales locales qui va générer des emplois. Célébration hier de la journée africaine de l'état civil, événement institué par la 4e conférence des ministres africains en charge de l'enregistrement des faits d'état civil tenus en Mauritanie en décembre 2017. En Côte d'Ivoire, comment se porte l'état civil? Le pays s'est engagé dans la digitalisation de son système d'état civil. Les précisions de Sidonie Davila. 100% des déclarations de naissance et de décès dans les délais requis. L'Office national de l'état civil et de l'identification ONECI s'active à faire de cette vision du gouvernement une réalité. À la célébration de la journée africaine de l'état civil, qui est à sa 4e édition, le ton est donné pour parler de la modernisation de l'état civil. Au niveau de l'état civil, il y a énormément de personnes qui ne sont pas prises en compte. Il y a des enfants qui naissent qui ne sont pas déclarés. Et donc cela permet de pouvoir profiter de cette occasion pour sensibiliser sur l'importance de ces déclarations. Il s'agit pour nous de rapprocher le dispositif de collecte des faits d'état civil au plus près des populations à travers donc les points de collecte communautaires et sanitaires et également à travers ce processus de digitalisation de fournir les outils nécessaires afin que cette collecte puisse se faire le plus aisément possible. La digitalisation de l'état civil étant la mère des statistiques vitales, le gouvernement est engagé dans ce vaste projet en vue de la planification du développement du pays. La pandémie à coronavirus, avec ses mesures restrictives, a laissé entrevoir des limites dans le fonctionnement des centres d'état civil, constituant de ce fait un handicap pour l'enregistrement massif des faits d'état civil. Aussi, cette situation appelle-t-elle urgemment la nécessité de développer des systèmes d'enregistrement et de statistiques des faits d'état civil novateurs. Cette année, c'est la commune d'Adjamé qui abrite la 4e commémoration de la journée africaine de l'état civil.
Cette commune fait partie de la dizaine choisie pour la phase pilote du projet de modernisation. On attendait cela depuis longtemps. C'est une très bonne chose. Nous gagnons en qualité, en fiabilité. Partenaires nationaux et internationaux accompagnent le projet de digitalisation de l'état civil ivoirien en vue de doter le pays d'un état civil exhaustif, sécurisé et modernisé. Direction à présent la région du Moronou, dans le centre-est du pays. Le roi Nanan Eora Tewa, félicité récemment par la ministre de la Culture, Arlette Badou, pour son rôle et sa contribution dans le maintien de la paix dans toute la région. Le point avec Patricia Etia. Bien que l'harmonie soit de retour dans la région du Moronou, les cadres de Bongouanou continuent d'œuvrer au maintien de ce climat social apaisé. C'est dans ce contexte que Arlette Badou Nguessan, ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, et le député Dara Nguessan Aoudjon ont inscrit leur visite au roi du Moronou. Une visite ponctuée de mots de gratitude au roi et aux chefs de tribu, les garants des us et coutumes, qui ne ménagent aucun effort pour que la paix soit une réalité dans tout le Moronou. Nous sommes honorés à la visite de Madame le ministre de la République. Elle est venue faire sensibilité au roi. C'est très sage. Nous la savons très respectueuse de la tradition. Donc cette visite ne nous surprend pas. Nous sommes très fiers, nous sommes très heureux de recevoir encore une fois les bénédictions du roi du Moronou. Et nous lui avons signifié que nous allons porter fièrement le flambeau de la région au niveau du gouvernement et que nous allons mériter cette confiance que le président de la République a bien voulu nous donner. Les présents offerts à leur hôte, au dire de ces cadres, ne sont que les marques de leur adhésion aux actions de la royauté et de la chefferie traditionnelle, lesquelles actions cadrent bien avec la politique du gouvernement pour un développement harmonieux des différentes localités de la Côte d'Ivoire. La 4e édition du concours régional des reportages humanitaires autour du thème « Les migrants et leurs familles ». Les lauréats ont été récompensés il y a quelques jours lors d'une cérémonie. Le concours régional des reportages humanitaires vise à intéresser les journalistes de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et de la Guinée-Conakry aux questions humanitaires. Noël Dagnego et Salima Toudia. Marthe Kra de la radio Côte d'Ivoire, premier prix de la catégorie presse audiovisuelle. Marina Kwakou, blogueuse ivoirienne, premier prix de la catégorie presse écrite et en ligne. Elles ont été distinguées meilleures lauréats des 2 catégories de presse. 6 lauréats au total ont été récompensés lors de ce concours régional des reportages humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge, CICR 2021. Elles ont reçu des trophées, des ordinateurs portables, des dictaphones et des bons d'achat. Ça n'a pas été facile. Il fallait parcourir plusieurs quartiers d'Abidjan à la rencontre des familles. Et voilà, avec des données aussi chiffrées, avec des recherches, j'ai pu tirer mon épingle du jeu. J'espère vraiment que ma plume va porter, de sorte que les institutions et l'État puissent prendre à cœur la question des familles de migrants disparus qui souffrent psychologiquement. Les 6 distingués ont été sélectionnés sur la base de plusieurs critères, 5 membres de jury désignés par le CICR, tous des professionnels des médias et de la communication. Nous avons tenu compte de l'argumentation, des cohérences de la production de bout en bout et l'expression, le langage, l'écrit, la prononciation, tout cela nous avons tenu compte. La thématique de cette année, c'est les migrants et leurs différentes familles. Nous avons voulu créer l'émulation au sein du monde médiatique pour emmener les journalistes à s'intéresser à cette problématique-là qui, au fur et à mesure, prend beaucoup d'ampleur. Le concours s'inscrit dans le cadre de la couverture des thèmes humanitaires et de la promotion de l'action humanitaire et du droit humanitaire DIH au sein des médias, presse écrite, digitale et audiovisuelle de ces pays, notamment la Côte d'Ivoire, Togo, Bénin et la Guinée. Rendez-vous pour l'année prochaine pour une autre édition. Un tout autre sujet à présent, 30 écoles réhabilitées à travers toute la Côte d'Ivoire. Coût des travaux, 300 millions de francs CFA. C'est une initiative du Rotary Club Abidjan-Biétry. Pour en parler, Dangui Dangui.
Les Rotariens prennent d'assaut le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire pour un gala de bienfaisance. Objectif, mobiliser 300 millions de francs CFA pour la réhabilitation de 30 écoles à travers le pays. Au cours de cette cérémonie, le président sortant, Antonio Dawengi, a passé le flambeau à Arthur Assi, président du Rotary Club Abidjan-Biétry pour la mandature 2021-2022. Puis s'en est suivi la vente de tickets de tombola. Une tombola qui a fait plusieurs heureux avec comme lot un poste téléviseur de 75 pouces, un billet d'avion Paris-Abidjan-Paris pour 2 et un véhicule de type SUV. Pour le président nouvellement investi, la soirée a tenu toutes ses promesses. Globalement, les objectifs ont été atteints. On était dans notre première phase qui consistait à rassembler des ressources. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec l'étape du gala. Nous profitons de ce micro pour remercier l'ensemble de tous les partenaires qui nous ont soutenus dans cette grande démarche. Représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à ce gala, Mamadou Binaté, directeur du cabinet, a salué l'initiative du Rotary Club Abidjan-Biétry et rappelé les ambitions du gouvernement quant à l'amélioration des conditions et du cadre d'études en milieu scolaire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a inscrit les thématiques de l'éducation et de l'alphabétisation au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Il appartient donc à La Côte d'Ivoire a célébré le 7 août dernier ses 61 ans d'indépendance. Plusieurs réjouissances dans tout le pays, notamment à Divo, à Kimberla, à Ziguinchor et à Funbesso. À Kimbirla Sud, au nord du pays, dans le département de Samatigui, la région du Kabadougou, les populations ne sont pas restées en marge de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 61 ans de la fête nationale, une occasion de retrouvailles entre les habitants, les cadres et élus. Le sous-préfet Mohamed Bamba a félicité l'ensemble des populations pour le vivre ensemble et la cohésion. Il les a appelés à l'union pour le développement de la localité. Il les a aussi invités à respecter les mesures barrières pour freiner la pandémie de Covid-19. Divo, chef-lieu de région du Lodjibois, a commémoré l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'esplanade de la préfecture a servi de cadre pour la célébration de la fête nationale. Dans son adresse aux populations, le préfet Kwaku Assoma a insisté sur la vaccination contre la maladie à coronavirus, aussi au strict respect des mesures barrières, notamment le port obligatoire du cache-nez. Ziguinchor, dans le département de Madinani, région du Kabadougou, célèbre la fête nationale. Pour ce 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le sous-préfet Hugues Herman Nguessan, dans son allocution, a insisté sur le port obligatoire des masques, surtout dans les lieux publics. Il a invité l'ensemble des cadres à soutenir les jeunes et les femmes dans la réalisation de leurs différents projets pour leur autonomie financière. La commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire était un moment de fête à Funbesso. Le sous-préfet de cette localité, dans la région du Bafing, Goré Hervé Maximet, s'est félicité de la marche de la Côte d'Ivoire et de ses grandes avancées sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Aux populations, il demande de cultiver les valeurs de paix, de cohésion sociale et d'union pour ensemble impulser le développement de Funbesso. Aujourd'hui, Funbesso est une localité évoluée qui poursuit sa marche vers le progrès. Voilà les précisions de Moussa Konaté et Eugène Atoubé. 61 ans d'indépendance pour la Côte d'Ivoire le 7 août dernier. La communauté nigériane, qui est d'ailleurs fortement présente dans le pays, a voulu aussi partager cette joie. Les ressortissants nigérians ont ainsi organisé un dîner dans la commune de Trècheville. Le point avec Laure Goretti et Moussa Konaté. 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les ressortissants nigérians célèbrent l'événement pour exprimer leur solidarité envers le peuple ivoirien. Une initiative de la CNCI, communauté nigériane en Côte d'Ivoire. La communauté nigériane en Côte d'Ivoire n'a jamais pu célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire au nom de cette communauté. Donc nous, on a pris l'initiative pour marquer notre départ avec
l'agrément que nous avons acquis des autorités ivoiriennes. Nous sommes très heureux de la main tendue le gouvernement ivoirien qui vient de délivrer un décret de reconnaissance à la communauté de Nigeria. Donc nous avons voulu célébrer cette indépendance pour une première fois, une initiative qui va continuer d'ailleurs, qui ne serait pas arrêtée là. La communauté nigérienne en Côte d'Ivoire est estimée à plus de 3,5 millions de personnes. Elle veut exprimer sa gratitude à l'endroit de ce pays qui les a accueillis. Tout ce qui des Ivoiriens fait, nous aussi on doit fêter avec eux. On est très contents parce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Les premiers Nigériens se sont installés sur le sol ivoirien depuis 1925. Constitués en association, la CNCI bénéficie d'un décret de reconnaissance de l'État ivoirien depuis 2 mois. L'association veut aussi contribuer au renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. En image, 3 jours de deuil national décrétés au Mali par le président de la transition Assimi Goïta pour rendre hommage aux victimes des attaques simultanées qui ont été menées récemment dans 4 villages de la commune de Ouattaguna dans la région nord. À noter plus de 50 morts dans ces offensives terroristes. Enfin, une cinquantaine de feux d'origine criminelle se sont déclarés hier dans le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie. Plus de 60 personnes décédées dans les flammes, dont des civils et des militaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.